Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue. La semaine dernière, j'avais évoqué la manière dont les groupes criminels qui sont impliqués dans le trafic de cocaïne, en particulier en direction de l'Europe, avaient introduit sur le territoire européen des techniques violentes qui n'y étaient pas connues. Et j'avais fini ma vidéo en disant que l'une des réponses, il me semble même que la seule réponse historique à un tel défi sera celui de la légalisation de la cocaïne. Et un vieil ami qui a vu ma vidéo m'a dit que cette réponse était un peu facile. C'est donc pour tenter de lui répondre que je vais faire un détour par un pays européen qui n'est pas membre de l'Union européenne. Ce pays, on dit parfois que c'est une petite Europe. Il s'agit de la Confédération helvétique, il s'agit de la Suisse, dont je vais vous parler dans les minutes qui viennent, parce que c'est certainement le pays à la fois le plus inventif et le plus intelligent quant à sa politique de drogue. Vous verrez qu'à la fin de ce court exposé sur la politique suisse en matière de drogue, eh bien, je reparlerai de cocaïne. Alors la Suisse avait une législation qui datait de 1951, qui a été modifiée en 1975 dans un sens répressif et donc pour ressembler beaucoup à la loi française sur les drogues de 1970. Il s'est passé en Suisse quelque chose d'important. Ça a été à partir du début des années 90 l'existence de ce qu'on appelle des scènes ouvertes, c'est-à-dire des lieux où des toxicomanes se rassemblaient et consommaient à ciel ouvert des substances au su et au vu de tout le monde. En particulier, ça a été le cas du Platzspitz dans la ville de Zurich, l'une des plus grandes places financières d'Europe. Le Platzspitz a fini par être fermé, et puis ensuite ça a été le Letten, dans une gare désaffectée, et finalement tout cela a provoqué une vraie crise, à la fois une crise de santé publique, en particulier avec l'épidémie de sida, mais aussi une crise de sécurité publique, parce que là où il y a des toxicomanes, il y a des dealers, et donc il y a eu des problèmes de sécurité qui se sont posés. Ce qui est intéressant, c'est que la Suisse a répondu à cette crise en inventant deux dispositifs qui n'existaient pas en Europe continentale à cette époque. On est donc au début des années 90. Le premier, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les SCMR, les salles de consommation à moindre risque. Ce qu'on appelle aussi, pour que tout le monde comprenne, les salles de shoot. Il en existe deux en France et depuis quelques années seulement. La première salle de consommation à moindre risque a été ouverte à Berne en 1986. Berne est une ville dont je vais reparler. L'autre dispositif, qui n'existait nulle part en Europe continentale à l'époque, et dont les tout premiers programmes ont ouvert en Suisse alémanique en 1992, ce sont les programmes de prescription d'héroïne médicale, habituellement sur un mode injectable. Alors il y avait bien un pays d'Europe qui permettait à certains de ces médecins de prescrire de la diacétylmorphine, de l'héroïne, et c'était la Grande-Bretagne qui avait mis en place ce qu'on appelle le British System à partir de 1926. Je dois avouer que je ne sais plus si j'ai déjà parlé du British System, mais j'aurai forcément l'occasion d'en reparler parce que même si c'est aujourd'hui un reliquat, même si le British System du temps de sa splendeur n'existe plus, sa splendeur c'est entre 1926 et le milieu des années 60, pendant une quarantaine d'années, ça reste un dispositif qui a fasciné beaucoup de ceux qui s'intéressent aux politiques de drogue. Mais en Europe continentale, il n'y avait pas de programme de prescription d'héroïne.
L'OFSP, l'Office fédéral de santé publique suisse, l'équivalent de notre DGS, a demandé à une brillante psychiatre que certains d'entre nous ont connue et pour laquelle on avait à la fois beaucoup d'amitié et d'admiration, et qui s'appelle Annie Minot, de rédiger un rapport dans lequel elle étudierait les différentes tentatives de prescrire de l'héroïne, que ce soit en Europe ou que ce soit en Amérique. Elle a remis à l'OFSP un rapport absolument passionnant et qui montrait que certes, si certaines expérimentations avaient échoué, d'autres avaient obtenu des résultats extrêmement intéressants. Et c'est sur la base de son travail que l'Office fédéral de santé publique a ouvert ses premiers programmes de prescription d'héroïne dans les cantons germanophones qui étaient les moins réticents à mettre en place ce type de dispositif. Alors, il ne s'agit pas de distribuer de l'héroïne chez les marchands de tabac. Il s'agit de s'adresser à des personnes qui ont échoué dans les autres modalités de prise en charge, l'abstinence, les traitements de substitution, y compris par méthadone, et de leur proposer de passer à l'héroïne injectable. Pour qu'il n'y ait aucune diversion sur le marché noir, cette héroïne, ils vont la consommer sur le lieu même du programme et ils vont faire ça 7 jours sur 7. Au début, ces premiers programmes ont été évalués avec beaucoup de sérieux, comme savent le faire les Suisses, et maintenant, il y en a dans beaucoup des grandes villes de la Confédération helvétique. Confédération, justement. C'est vrai que ce qui est intéressant en Suisse, un pays qui a 4 langues officielles, le français, l'italien, l'allemand et le romanche, c'est que les cantons ont une certaine autonomie, qu'il existe aussi des votations qui permettent à la population de s'exprimer sur toutes sortes de questions qui l'intéressent directement. Et ces deux dispositifs ont favorisé et continuent à favoriser une expérimentation dans le champ des drogues. Depuis le début des années 90, d'autres pays européens ont mis en place des programmes de prescription d'héroïne qui donnent de très bons résultats. Le seul domaine où les résultats ne sont pas frappants, c'est celui de la prise ou de la reprise du travail, parce que ça, c'est évidemment un problème compliqué, surtout si on a affaire à des gens qui soit n'ont pas l'expérience de la vie au travail, soit l'ont oublié ou abandonné depuis de longues années. Mais d'une manière générale, ces programmes donnent tout à fait satisfaction. Il n'en existe pas en France. En France, il existe en revanche 2 salles de consommation à moindre risque, l'une à Paris, l'autre à Strasbourg, qui existent depuis à peine quelques années, alors que la toute première salle de consommation a été introduite à Berne en 1986. Et puisque je parle de Berne, je vais en quelque sorte boucler la boucle. Il s'avère que la ville de Berne a récemment voté pour que un programme de délivrance de cocaïne, un programme expérimental de délivrance de cocaïne, soit mis en place. Ça, c'était il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Aurélien Bernard de Newsweek, car c'est sur le site de Newsweek que j'ai lu cette information en premier lieu. Il s'avère que cette expérimentation n'a pas encore été mise en place, ne fût-ce que parce qu'elle va nécessiter d'être approuvée au niveau fédéral. Mais il faut espérer que la ville de Berne va pouvoir mettre en place cette expérimentation et se rendre compte si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'un des problèmes avec la cocaïne, c'est que contrairement à l'alcool ou à l'héroïne, auxquels on s'accroche physiquement et qui deviennent des drogues du besoin,
La cocaïne est une drogue du désir. La cocaïne est même une drogue de l'obsession. Une obsession tellement irrépressible qu'un mot a été inventé pour désigner cette envie absolument irrépressible de consommer et qu'on appelle le craving. Alors un des problèmes auxquels vont se heurter ceux qui vont mettre en place cette expérimentation, c'est que, pour le dire de manière un peu simplifiée, avec la cocaïne, comme diraient les Rolling Stones, hot stuff can't get enough. Il n'y en a jamais assez et on a toujours envie d'en consommer plus. Donc, il est possible que cette vraie difficulté rende compliquée la mise en œuvre de cette expérimentation. Mais le seul fait que dans une ville européenne, même si encore une fois la Confédération helvétique n'appartient pas à l'Union européenne, mais que dans une ville européenne, on tente une expérimentation de ce type, montre qu'en matière de politique de drogue, il faut être innovant, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur de son nombre, il ne faut pas renoncer à trouver des solutions qui vous mènent loin des sentiers battus et qui peuvent être d'extraordinaires opportunités de changement. Voilà, j'ai en quelque sorte profité de cette vidéo pour faire l'apologie de la politique suisse et pour qu'en quelque sorte la coupe soit pleine, pour qu'il y ait une cerise sur le gâteau. J'ajouterais que la Suisse est en train de mettre en œuvre une politique extrêmement intelligente en matière de cannabis, et aussi, et ce n'est pas rien, que la Suisse n'a jamais totalement interrompu le travail clinique avec les psychédéliques. Il y a toujours eu quelques équipes en Suisse qui ont travaillé sur les utilisations thérapeutiques des psychédéliques. Ces groupes sont très connus pour ceux qui s'intéressent à ces questions. Et donc la Suisse fait partie des quelques pays dans le monde, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne et avec Israël, à avoir une certaine avance sur l'utilisation thérapeutique des psychédéliques. En tout cas, cette expérimentation avec la cocaïne à Berne, j'espère qu'elle va pouvoir se mettre en place, et quoi qu'il en soit, que ce soit un succès ou un échec, les résultats de cette expérimentation seront passionnants à suivre. Je vous rappelle mon livre « Drogue, la longue marche » chez l'Harmattan, et j'en profite pour citer le livre d'Annie Minot que j'évoquais tout à l'heure, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Annie Minot a écrit un très beau livre, qui je crois a été publié par Kalman Levy, et qui s'appelle, avec Sylvie Arsever, qui est une journaliste, une excellente journaliste suisse, un livre qui s'appelle « J'accuse les mensonges qui tuent les drogués ». Je vous conseille la lecture de cet excellent bouquin parce que Annie Minot raconte comment elle a changé. Mon amie Anne Coppel, qui est sociologue, est passionnée par les raisons qui font qu'on change de vision du monde, qu'on voit les choses autrement. Alors je ne vais pas développer ça aujourd'hui, bien que cette question, moi aussi, qui ne suis que médecin, ça m'intéresse beaucoup. Et en tout cas, j'en profite pour vous dire à bientôt, passez une bonne semaine et j'espère à mercredi prochain. Ciao, ciao.